Islamabad. Ce matin, des représentants américains et iraniens assis dans la même pièce, face à face, qui se parlent directement. Sans intermédiaire, sans message transmis de couloir en couloir. En face à face. Une première en 47 ans. Pour la première fois depuis la révolution islamique de 1979, les États-Unis et l'Iran négocient en direct, au plus haut niveau. Le New York Times l'écrit sans détour. C'est la rencontre en face à face de plus haut niveau, entre des responsables américains et iraniens depuis la révolution islamique iranienne de 1979, qui avait placé les deux pays sur une trajectoire de collision. 47 ans de non-communication. Et ce matin, un mur tombe, peut-être. Mais pendant que les diplomates négocient à Islamabad, les bombes tombent encore sur le Liban. 10 morts, dont 3 secouristes, dans la région de Nabatiyeh. 8 morts supplémentaires dans la région de Saïda quelques heures plus tard. Plus de 200 cibles du Hezbollah frappées en 24 heures par l'armée israélienne. Et dans le détroit d'Ormuz, 2 destroyers lance-missiles de la marine américaine viennent de franchir le passage pour la première fois depuis le début de la guerre, dans le cadre d'une opération de déminage. Ce samedi 11 avril concentre en quelques heures tous les paradoxes, toutes les contradictions et tous les espoirs fragiles de ce conflit qui a bouleversé l'ordre mondial. Revenons au début de cette journée pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue. Tout commence dans la nuit du 10 au 11 avril. La délégation iranienne atterrit à Islamabad. Elle est menée par une figure de premier plan, Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien, l'un des hommes les plus puissants et les plus influents de la République islamique. À ses côtés, Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne. Une délégation de plus de 70 personnes. 70. Ce chiffre seul dit tout de la gravité que Téhéran accorde à ses pourparlers. Ce n'est pas une délégation de façade. C'est une armée de diplomates, de techniciens, de juristes, envoyés pour peser chaque mot, chaque virgule, chaque engagement. Côté américain, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, atterrit sur la base aérienne de Nourkan, près d'Islamabad, à 10h30 heure locale, soit 7h30 à Paris. Il est accueilli par des responsables pakistanais, dont le chef de l'armée pakistanaise. À ses côtés, 2 figures clés de la diplomatie trumpienne, Steve Witkoff, l'émissaire spécial, et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Avant d'embarquer à bord d'Air Force 2 pour se rendre au Pakistan, Vance avait déclaré vouloir des négociations positives avec l'Iran. Une formule prudente pour un moment qui ne l'est pas. Le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, médiateur de ces pourparlers, a rencontré les 2 délégations séparément avant le début des discussions. C'est lui qui a annoncé en premier le début des négociations. Il avait prévenu vendredi soir, dans une allocution solennelle à la nation pakistanaise, un cessez-le-feu temporaire a été annoncé, mais une étape encore plus difficile nous attend désormais, instaurer une trêve durable et résoudre des questions délicates par la voie diplomatique. Et il avait utilisé une formule en anglais que tout le monde a retenue, « make or break », quitte ou double. Le Pakistan joue sa crédibilité diplomatique sur ces pourparlers. Et le monde entier regarde. À 14h54, les médias iraniens confirment, les négociations ont commencé. Les agences Fars et Tasnim évoquent des progrès réalisés lors des pourparlers et mentionnent, comme condition préalable iranienne remplie, la limitation des attaques du régime sioniste dans le sud de Beyrouth au Liban. À 17h04, la Maison-Blanche confirme officiellement, les États-Unis, le Pakistan et l'Iran ont entamé des pourparlers trilatéraux. Et un haut responsable américain précise que les 3 parties discutaient directement. Une rupture avec une pratique récente où Washington et Téhéran ne négociaient que par l'intermédiaire d'un médiateur, dans des pièces séparées. Cette rupture est considérable. Le dernier contact direct de haut niveau entre Washington et Téhéran remontait à septembre 2013, quand Barack Obama s'était entretenu par téléphone avec le président iranien Hassan Rouhani au sujet du programme nucléaire. Les rencontres entre John Kerry et Mohammad Javad Zarif en 2015, lors des négociations sur le nucléaire, constituaient les précédents les plus récents de ce type d'engagement direct. Aujourd'hui, c'est le vice-président des États-Unis en personne, face au président du Parlement iranien, dans la même salle, au Pakistan. L'histoire s'écrit en direct. Et pourtant, pendant que cette histoire s'écrit à Islamabad, une autre histoire, plus sombre, plus sanglante, continue de s'écrire au Liban. Revenons 24 heures en arrière pour comprendre ce qui a précédé cette journée historique. Le 10 avril, vendredi, 13 membres des forces de sécurité libanaises ont été tués dans des frappes israéliennes, sur la ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban. 13 soldats libanais. Des funérailles se tiendront le lendemain à Saïda, sur la côte ouest du pays. La photojournaliste Adrienne Surprenant a pu y assister et témoigner de l'ampleur du deuil. Et le mercredi 8 avril, jour du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, avait constitué la journée la plus meurtrière de toute cette guerre au Liban. Plus de 300 personnes tuées et au moins 1150 blessés en une seule journée, selon le ministère de la Santé libanais. Le bilan cumulé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, le 2 mars, s'élève désormais à 1888 morts et 6092 blessés au Liban. Ce samedi 11 avril, la violence continue sans interruption. Les frappes israéliennes sur plusieurs localités de la région de Nabatiyeh tuent 10 personnes, dont 3 secouristes.
un membre de la défense civile et 2 secouristes du comité islamique de la santé, affiliés au Hezbollah. Le ministère de la Santé libanais dénonce des attaques systématiques sur des secouristes par Israël. Puis, en fin d'après-midi, de nouvelles frappes sur une localité de la région de Saïda font encore 8 morts et 9 blessés, dont 5 grièvement. La banlieue sud de Beyrouth, Daïe, est quant à elle visitée par des journalistes ce vendredi sous l'escorte du Hezbollah, qui organise une visite des quartiers bombardés le 8 avril. Les images sont dévastatrices. Des immeubles entiers réduits à des décombres. Assis, 15 ans, et Mahmoud, 17 ans, transportent leurs affaires hors de leur immeuble détruit. Une fillette tient une photo de Hassan Nasrallah, l'ancien dirigeant du Hezbollah, tué en 2024 par une frappe israélienne. L'armée israélienne, de son côté, annonce avoir frappé plus de 200 cibles du Hezbollah au Liban au cours des dernières 24 heures. Elle dit poursuivre ses frappes contre des infrastructures du Hezbollah et appuyer les forces terrestres opérant dans le sud du Liban. Et elle a émis de nouveaux ordres d'évacuation pour des habitants de Tyr, appelant à quitter la ville immédiatement. Le Hezbollah, lui, n'est pas inactif. Tôt le matin du 11 avril, le mouvement pro-iranien revendique des attaques de drones et de roquettes sur des soldats israéliens stationnés dans le sud du Liban et sur des localités israéliennes près de la frontière. La guerre au Liban continue, parallèlement aux négociations de paix à Islamabad. Ces 2 réalités coexistent, simultanément ce samedi. Et c'est précisément cette coexistence qui cristallise la fracture au cœur de l'accord de cessez-le-feu. Car, rappelons-le, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, annoncé dans la nuit du 7 au 8 avril, exclut explicitement le Liban selon Israël et Washington. Netanyahou l'a dit. Trump l'a confirmé. Et la Maison-Blanche l'a répété ce samedi. Le Liban ne fait pas partie de l'accord. Israël est déterminé à continuer sa lutte contre le Hezbollah et à mener mercredi les frappes les plus meurtrières de cette guerre, avec au moins 357 morts en une journée, selon le dernier bilan. Un député du Hezbollah, Hassan Fadlallah, a réaffirmé ce samedi le refus catégorique du mouvement de toute négociation directe entre le Liban et Israël. Ces négociations, prévues mardi à Washington entre représentants libanais, israéliens et américains pour discuter de l'instauration d'une trêve et de la date du début des négociations, sont selon lui une violation flagrante du pacte national, de la Constitution et des lois libanaises, qui exacerbent les divisions internes à un moment où le Liban a plus que jamais besoin de solidarité. La présidence libanaise, de son côté, a officiellement annoncé cette rencontre à Washington pour mardi. Mais entre la position de la présidence et celle du Hezbollah, le fossé est abyssal. Et pendant que les diplomates débattent du format des négociations, les bombes continuent de tomber sur Nabatiyeh et Saïda. Emmanuel Macron, lui, ne lâche pas la pression. Ce samedi, il a multiplié les coups de téléphone. Il s'est entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian, qu'il a appelé à saisir l'opportunité que représentent les discussions lancées à Islamabad pour ouvrir la voie à une désescalade durable et à un accord exigeant qui apporte des garanties solides pour la sécurité dans la région. Il a insisté sur la nécessité pour l'Iran de restaurer au plus vite la liberté et la sécurité de circulation dans le détroit d'Ormuz, à laquelle la France est prête à contribuer. Et il a insisté sur l'importance d'un respect total du cessez-le-feu, y compris au Liban. Il a également eu un entretien avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Les 2 dirigeants ont décidé de rester en contact étroit pour contribuer à la désescalade et à la conclusion d'un accord permettant d'assurer une paix et une sécurité durable dans la région. Macron a enfin appelé le président turc Recep Tayyip Erdogan pour exiger là aussi le respect du cessez-le-feu et son application au Liban, et souligner la nécessité d'une solution diplomatique robuste et durable. Sur l'Ukraine, en parallèle, où un court cessez-le-feu avec la Russie est annoncé pour la Pâque orthodoxe entre samedi après-midi et dimanche, Macron a dit vouloir contribuer à la recherche d'une paix juste et durable. Pendant ce temps, Donald Trump, lui, agit sur un autre terrain. Il affirme ce samedi sur Truth Social que les États-Unis ont commencé le processus de déblocage du détroit d'Ormuz. Il écrit « Nous commençons maintenant le processus pour dégager le détroit d'Ormuz comme faveur pour des pays à travers le monde, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres. » Et il ajoute, avec le ton qui le caractérise, de manière incroyable, ils n'ont pas le courage ou la volonté de faire le travail eux-mêmes. Il reconnaît que la seule chose en faveur de l'Iran, c'est la menace qu'un navire puisse heurter une de leurs mines navales dans le détroit, tout en affirmant que l'ensemble de leurs 28 navires poseurs de mines gisent au fond de la mer depuis les frappes américaines. Il affirme également que des pétroliers vides venant de nombreux pays se dirigent tous vers les États-Unis pour se charger en pétrole. Et il prévient, au passage, que l'armée américaine se prépare à mener de nouvelles frappes sur l'Iran en cas d'échec des négociations. Et cette fois, c'est concret. 2 destroyers lance-missiles de la marine américaine ont franchi le détroit d'Ormuz ce samedi, dans ce que le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, décrit comme une mission destinée à poser les conditions d'un déminage de cette voie maritime stratégique. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, déclare sur X
Aujourd'hui, nous avons entamé le processus d'établissement d'un nouveau passage et nous partagerons bientôt cette voie sécurisée avec l'industrie maritime afin de favoriser la libre circulation des marchandises. Ce serait, selon le CENTCOM, une première depuis le début de la guerre. Selon un responsable américain cité par Axios, plusieurs navires de l'US Navy ont ainsi traversé le détroit ce samedi. La réouverture physique d'Ormuz, condition centrale du cessez-le-feu, avance, mais elle avance sous la protection de destroyers armés. Et en Iran, la coupure Internet, imposée par les autorités depuis le début de la guerre, vient de franchir la barre des 1000 heures, soit 42 jours consécutifs. L'ONG de surveillance NetBlocks rappelle que cette coupure est déjà devenue la plus longue jamais subie à l'échelle d'un pays tout entier. 85 millions d'Iraniens coupés du monde, pendant que leurs diplomates négocient à Islamabad. Revenons sur ce que l'on sait des négociations elles-mêmes. Elles se déroulent dans un cadre inédit. Jusqu'à présent, dans les discussions qui avaient précédé le cessez-le-feu du 8 avril, les délégations américaines et iraniennes négociaient dans des pièces séparées, avec le Pakistan comme go-between, transmettant les messages d'une salle à l'autre. Ce samedi, les trois parties sont dans la même pièce. C'est une transformation fondamentale du format. La délégation américaine comprend J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner. La délégation iranienne est conduite par Mohammad Bagher Ghalibaf avec Abbas Araghchi à ses côtés. Le Pakistan, représenté par Shehbaz Sharif et son ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, joue le rôle de médiateur et d'hôte. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ishaq Dar, a dit espérer que l'Iran et les États-Unis participent de manière constructive aux pourparlers, réitérant le désir du Pakistan d'aider les parties à arriver à une solution durable au conflit. Le président iranien Massoud Pezeshkian, resté à Téhéran, a publié un message sur X pour soutenir sa délégation. La délégation iranienne de haut rang, présente au Pakistan, défendra les intérêts de l'Iran de toutes ses forces et, dans cette optique, mènera des négociations avec courage. Quoi qu'il en soit, notre service au peuple ne s'arrêtera pas un instant, et quel que soit le résultat des négociations, le gouvernement sera aux côtés du peuple. Une déclaration qui, lue entre les lignes, prépare aussi l'opinion iranienne à un résultat potentiellement décevant. Car les obstacles sont colossaux. D'un côté, l'Iran a soumis un plan en 10 points, qui inclut des exigences que Washington ne peut accepter telles quelles. L'enrichissement d'uranium, la levée de toutes les sanctions, le retrait des forces militaires américaines de la région. De l'autre, les États-Unis réclament une dénucléarisation complète, le maintien de leur présence dans la région et des garanties sur la question des missiles. Et entre les deux, le Liban, où chaque frappe israélienne supplémentaire sur le Hezbollah risque de faire exploser les pourparlers avant même qu'ils n'aboutissent. Les agences iraniennes avaient conditionné le début des négociations à la limitation des attaques du régime sioniste dans le sud de Beyrouth au Liban. Cette condition a apparemment été considérée comme remplie pour permettre le démarrage des discussions. Mais limitation n'est pas arrêt. Et les bombes continuent. À Gaza, la guerre se poursuit également, dans une quasi-indifférence médiatique par rapport aux événements au Liban et en Iran. Ce samedi matin, la défense civile de Gaza annonce 7 morts dans des frappes israéliennes dans la nuit de vendredi à samedi. Un drone israélien a tiré 2 missiles près d'un poste de police du camp de réfugiés de Bureij. L'hôpital Al-Aqsa a reçu 6 corps et 7 blessés. L'hôpital Al-Aouda, 1 corps et 2 blessés. Des bombardements d'artillerie visaient les zones orientales de Khan Younes. Des frappes ont aussi touché une zone entourant la mairie de Beit Lahia. Des forces israéliennes ont détruit plusieurs maisons dans l'est de la ville de Gaza. Selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, au moins 738 Palestiniens ont été tués depuis le 10 octobre. Et en Irak, une révélation troublante ce samedi. Un haut responsable de la sécurité irakienne a indiqué à l'AFP qu'un drone s'était écrasé mercredi dans l'enceinte de l'aéroport international de Bagdad, à moins de 50 mètres d'une équipe diplomatique américaine accompagnant une journaliste libérée après un enlèvement. La journaliste en question s'appelle Shelly Kittleson. Elle avait été libérée par les brigades du Hezbollah irakien, un groupe armé islamiste chiite, et remise aux autorités irakiennes. Elle était en cours de transfert vers un avion militaire américain quand le drone est tombé. L'attaque a retardé son départ d'Irak de plusieurs heures. Elle a finalement quitté le pays saine et sauve. Le département d'État américain avait, dès le jeudi, convoqué l'ambassadeur irakien pour dénoncer des attaques terroristes odieuses imputées à des factions armées pro-iraniennes contre des intérêts américains, en évoquant une embuscade survenue le 8 avril contre des diplomates américains à Bagdad. Les factions armées pro-iraniennes, regroupées sous l'appellation de résistance islamique en Irak, avaient certes annoncé mercredi suspendre leurs attaques pour 2 semaines après l'annonce du cessez-le-feu. Mais, quelques heures plus tard, selon l'ambassade américaine, des attaques de drones avaient déjà repris près du centre de soutien diplomatique et de l'aéroport irakien. Sur le plan humanitaire et juridique, les Nations Unies ont haussé le ton ce samedi. Dans un communiqué conjoint, les chefs de plusieurs agences onusiennes, dont le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, et les responsables des agences pour les droits humains, la santé, l'alimentation, les réfugiés et l'enfance,
se disent alarmés par les violations continues du droit de la guerre et du droit humanitaire international dans la région. Même les guerres ont des règles, et ces règles doivent être respectées, écrivent-ils. Leur bilan est accablant. En un mois seulement au Moyen-Orient, des dizaines de milliers de civils ont été tués ou blessés. Des centaines de milliers ont été déplacés, pour beaucoup à plusieurs reprises. Ils dénoncent le ciblage de membres des services de santé, hôpitaux et ambulances, des écoles frappées, des infrastructures civiles, y compris des ponts, des immeubles d'habitation, des maisons, des installations d'eau potable et des centrales énergétiques détruites. Et ils livrent un bilan particulièrement alarmant sur leurs propres équipes. Depuis le début de l'année, 14 travailleurs humanitaires ont été tués ou blessés dans les territoires palestiniens occupés, 8 en Iran et 5 au Liban. Voilà donc l'état du monde en ce 11 avril 2026. D'un côté, à Islamabad, la réunion la plus importante entre les États-Unis et l'Iran depuis 47 ans. Le vice-président américain, le gendre du président, l'émissaire spécial, face au président du Parlement iranien et au chef de la diplomatie de Téhéran. Une délégation de 70 personnes côté iranien. Le premier ministre pakistanais comme médiateur. Et quelque part dans cette salle, peut-être, les germes d'un accord qui pourrait mettre fin à la guerre la plus déstabilisante qu'ait connue la région depuis des décennies. De l'autre côté, au Liban, 18 morts en une seule journée. Plus de 200 cibles frappées par Israël en 24 heures. Le Hezbollah qui lance encore des drones et des roquettes. Un député qui dit que négocier avec Israël est une violation flagrante de la Constitution. Un pays qui entre dans des négociations à Washington mardi avec un gouvernement d'un côté et un mouvement armé qui refuse de l'autre. Et à Gaza, 7 morts supplémentaires cette nuit, dans une guerre que le monde semble avoir oubliée. Et en Iran, 1000 heures de coupure Internet. 1000 heures. 42 jours pendant lesquels 85 millions d'Iraniens ont été privés d'accès au monde extérieur, pendant que leurs représentants négocient leur avenir à des milliers de kilomètres de Téhéran. Ce que le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a appelé « make or break », quitte ou double, résume parfaitement ce moment. Soit les négociations d'Islamabad aboutissent à un cadre viable, soit elles échouent. Et dans ce cas, Trump a prévenu de nouvelles frappes sur l'Iran. Et ce n'est pas une menace abstraite. Le Pentagone a confirmé que les forces américaines demeurent prêtes à reprendre les opérations de combat. La question qui va structurer les prochains jours, et peut-être les prochaines semaines, est celle-ci. Est-ce que ce face-à-face historique à Islamabad peut déboucher sur quelque chose de réel? L'Iran peut-il accepter des conditions sur le nucléaire sans perdre la face devant son propre peuple? Un peuple qui a survécu à 1000 heures de coupure Internet et à 42 jours de bombardement? Les États-Unis peuvent-ils accepter que l'Iran enrichisse de l'uranium, même sous supervision? Et surtout, le Liban peut-il être intégré dans un accord de paix global, alors qu'Israël refuse catégoriquement d'arrêter ses opérations contre le Hezbollah? Voilà ce que je vous pose comme question ce soir. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui suivez ce conflit depuis le premier jour, pensez-vous que les négociations d'Islamabad peuvent réussir? Ou est-ce que tout va s'effondrer à cause du Liban? Ce front que personne ne semble capable de contrôler. Répondez dans les commentaires, vos analyses comptent, vraiment. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce moment charnière de l'histoire contemporaine, prenez 5 secondes pour laisser un pouce bleu. C'est le geste le plus simple, et c'est celui qui permet à ce travail de continuer. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces négociations historiques.